L'atmosphère de cette grande maison tentaculaire, méticuleusement moderne, avait été, pendant de trop longues et difficiles années, régie par une formalité tacite, presque religieuse, rigide depuis l'arrivée de Martha. À 45 ans, elle était la seconde épouse de mon père, arrivée dans cet espace à peine un an après le silence brutal et dévastateur laissé par la mort de ma mère. C'était une femme belle et équipée, conservatrice d'art de haut niveau, et elle incarnait toujours une maîtresse dans l'art de la distance émotionnelle. Moi, John, 19 ans, j'étais l'occupant réticent, diplômé de l'université, de retour à la maison temporairement, m'accrochant obstinément aux souvenirs profonds et douloureux de ma mère. Était maintenant, une trêve froide, formelle, mais civilisée avec la femme qui occupait désormais son espace central et sacré. Martha se déplaçait toujours dans les vastes pièces ouvertes avec une grâce presque architecturale. Son expression était réservée, son ton poliment neutre, jamais provocateur. Elle était la maîtresse de maison parfaite, impeccablement vêtue et parfaitement maîtresse de la situation. Mais à mes yeux farouchement loyaux, elle demeurait une belle mais profondément troublante objet de collection dans un musée dédié à la nouvelle vie de mon père. La seule chose qui nous liait véritablement était la présence imposante et autoritaire de mon père. La règle était tacite mais absolue, maintenir un respect professionnel, des conversations strictement brèves, ne partager aucun espace personnel et surtout ne jamais dévoiler de vérités personnelles vulnérables. Et la silhouette imposante de mon père était comme une épaisse couche de verre protectrice qui séparait l'objet troublant Martha de l'observatrice vigilante et résistante que j'étais. Ce verre était notre sécurité. Puis le bouclier fut brutalement entièrement retiré. Mon père partit pour une mission d'affaires cruciale de 4 semaines au fin fond de la ville, nous laissant complètement seuls dans l'immense bâtiment. Le silence qui suivit la fermeture de la portière de son taxi par John n'était ni paisible ni libérateur. C'était un silence lourd, pesant, chargé d'attente, rempli des fantômes bruyants d'un ressentiment inexprimé, d'une tristesse inavouée et de la tension brute et pesante que l'autorité de mon père avait toujours réussi à étouffer sous le poids de son mariage. C'était la 3e nuit de cet arrangement. Une nuit plus pesante que les 2 précédentes. J'étais en bas dans la buanderie, un espace exigu et froid, rempli de tuyaux et d'outils oubliés, essayant de réparer une fuite persistante et lente sous l'évier principal, une tâche fastidieuse que mon père aurait ignorée jusqu'à ce que la maison menace d'être inondée. J'étais torse nu, ayant ôté mon t-shirt à cause de l'humidité et de l'effort de me pencher de façon inconfortable, transpirant légèrement dans cet espace confiné, courbé en 2 sous la seule lumière crue, concentrée d'une unique lampe torche coincée sous mon menton. Ma peau était recouverte d'une fine couche de poussière et imprégnée de l'odeur métallique de la vieille plomberie. John. Le son de la voix de Martha, basse, proche et interrogatrice, électrisa instantanément l'espace exigu et froid. La douceur inattendue de son ton fut le véritable choc. Elle s'aventurait rarement, voire jamais, dans la buanderie. Son domaine était exclusivement les étages supérieurs baignés de soleil et l'impeccable cuisine en acier inoxydable. J'ai reculé lentement, prudemment, mais j'ai quand même réussi à me cogner la tête contre un tuyau qui dépassait. J'ai émergé de sous l'évier en me frottant la nuque, légèrement couvert de poussière et d'une fine pellicule de sueur, clignant des yeux éblouis par la lumière du couloir. Elle se tenait parfaitement encadrée dans l'embrasure de la porte, une vision d'une douce et inattendue sensualité. Elle portait une simple robe de soie noire taillée sur mesure, un changement radical par rapport à sa tenue habituelle, impeccable et formelle. Ses cheveux noirs et somptueux étaient lâchés, tombant autour de ses épaules en douces et séduisantes ondulations. Son visage, habituellement maîtrisé et sévère, paraissait fragile, marqué par le manque de sommeil et les cernes sous ses yeux. Le parfum de son parfum embaumait la petite pièce, perçant l'odeur de rouille et de poussière. « Je m'excuse », dit-elle d'une voix douce, presque fragile. Elle tenait le bâillon serré contre sa gorge. J'ai entendu des bruits, un son métallique soutenu. Je n'étais pas sûre de ce que c'était. J'ai pensé peut-être que les vieilles canalisations avaient éclaté. C'est un son terrifiant quand on est complètement seul dans cet espace. Juste le siphon, expliquai-je en désignant vaguement le désordre d'outils et d'eau sur le sol. J'étais parfaitement conscient de mes coussinets de transpiration exposés et du fait que ce qu'elle portait était une invitation directe à ce que la distance formelle Martha n'aurait jamais consciemment voulu exprimer. C'est réparé maintenant. Il faut juste tenir sous pression pendant un moment. Elle fit un pas lent et délibéré vers moi,
ses talons silencieux sur le linoléum. Ses yeux n'étaient pas fixés sur mon visage, mais sur la clé à molette sale que je tenais nonchalamment, puis remontant vers les gouttes de sueur sur ma clavicule et la structure ferme. Un petit éclair involontaire d'intense évaluation mature que je n'étais absolument pas censé percevoir. Je n'ai pas été vraiment seule dans cette maison depuis que ta mère était malade, envoya-t-elle avec une honnêteté soudaine, crue et dévastatrice, brisant complètement la gelée formelle qui avait défini notre relation. La mention délibérée et inattendue de ma mère était une étape consciente et profonde de notre fragile trêve. Le silence est suffocant, John. Il pèse trop lourd. Je n'arrive pas à dormir. Les fantômes sont trop bruyants ce soir. Elle leva la main, non pas pour me toucher, mais pour effleurer le cadre froid et dur de la porte et s'ancrer dans cette confession soudaine. Son. Je déteste le son du silence, John. Surtout quand il ressemble à un défi profond et complexe. J'ai laissé tomber la clé à molette, un acte lourd et involontaire. Le bruit métallique résonna violemment dans l'espace confiné, soudainement chargé. Ce n'est pas du silence, Martha. C'est une opportunité fondamentale. Il n'y a que nous deux maintenant, sans règle. De quoi veux-tu vraiment parler? Le siphon ou les fantômes qui t'empêchent de dormir? L'atmosphère dans la buanderie était devenue critique, masquée. Ma clé à molette tombée à terre gisait sur le sol froid, une ponctuation métallique abrupte marquant la fin de notre formalité forcée. Martha, 45 ans, se tenait là, encadrée par l'embrasure de la porte, sa vulnérabilité soudaine et crue rendant la mention des fantômes et de ma mère encore plus puissante et dévastatrice. Le fantôme, répétai-je d'une voix basse et posée, conscient de la peau nue exposée et de la sueur qui refroidissait sur mes épaules. Je savais que le moment était crucial. Aborder le vrai problème, le vide émotionnel laissé par l'absence de mon père et le silence du souvenir de ma mère était le seul moyen de briser le mur entre nous. Ce sont les fantômes qui t'empêchent de dormir, pas la plomberie. Et tu es descendu ici parce que le bruit de mon travail était le seul bruit qui n'était pas le silence. Elle tressaillit presque imperceptiblement à ma franchise, mais elle ne recula pas. Au contraire, elle avança lentement, désormais entièrement à l'intérieur de la petite pièce encombrée, s'engageant dans l'espace partagé. Le parfum de son parfum, qui restait habituellement confiné aux étages supérieurs, était maintenant fort, mêlant l'air vicié et l'odeur métallique de rouille. Oui, dit-elle, le mot mince, presque dans un souffle. Elle retira finalement sa main du cadre de porte, la laissant retomber librement le long de son côté. Le bruit de ton travail, de ta compétence physique tangible, était la seule chose dans cette maison qui semblait réelle et présente. Tout le reste n'est qu'une façade que nous entretenons pour ton père. Même moi, je suis une façade. Une façade, pensai-je, le mot « façade » faisant écho à mon propre ressentiment. Elle admet que le mariage est une mise en scène et elle m'invite dans les coulisses. Je n'ai pas abordé le sujet du mariage. J'ai abordé le deuil partagé et le territoire interdit. Les fantômes sont les plus bruyants ici, murmurai-je, mes yeux fixés aux siens dans la buanderie où tous les systèmes tombent en panne, où la structure est mise à nu. Tu restes toujours en haut dans les pièces finies. Je reste en haut parce que je dois le faire, rétorqua-t-elle, sa voix retrouvant un peu de son acier familier, mais dépouillée de sa froideur. Il faut bien que quelqu'un maintienne l'ordre. Si je m'arrête, toute la maison, la vie entière s'effondre. Mais je suis fatiguée, John. Je suis épuisée de porter le poids de ces attentes et le poids de ton ressentiment. L'évocation directe de mon ressentiment était un acte de courage profond et mature. Cela exigeait une réponse honnête, non hostile. Je bougeai lentement le bras, pris un chiffon et commençai à essuyer l'eau sur le sol, des mouvements délibérés, lui laissant le temps de se retirer si elle le souhaitait. Elle ne le fit pas. Au lieu de cela, elle s'approcha de l'évier, observant mon travail d'un regard intense et concentré, déconcertant. Et la soie noire frôla légèrement le dénime brut de mon jean. Cette proximité était délibérée, nécessaire pour qu'elle puisse observer, mais extrêmement perturbante pour moi. Le joint a l'air usé, remarqua-t-elle, sa voix proche, son ton passant de la confession à l'analyse. Tiendra-t-il vraiment ou sera-ce une autre réparation provisoire pour laquelle nous devrons mentir? Il tiendra si j'appuie davantage sur l'articulation, expliquai je me penchai en arrière sous l'évier pour serrer le dernier écrou.
Mon dos dénudé était maintenant entièrement tourné vers elle. J'avais besoin de force. Tiens bien le tuyau principal, Martha. Je ne veux pas qu'il se torde. C'était le geste crucial, une nécessité purement fonctionnelle qui exigeait une coopération physique et directe. Elle devait poser ses mains sur le tuyau froid et gras et elle devait être près de moi sous l'évier. J'ai senti sa présence se déplacer. Le bruit de sa respiration superficielle s'est intensifié près de ma tête. Puis j'ai senti la pression ferme et indubitable de ses deux mains froides se refermer sur le tuyau de laiton froid à quelques centimètres de mon visage, s'appuyant contre l'arrière de ma cuisse. Le contact fut profond. L'air avait disparu. L'espace n'était plus rempli que du parfum de son parfum, du laiton froid et de l'intense effort physique partagé. Gelé, confirma-t-elle, la voix étranglée par l'effort de maintenir le tuyau stable face à la force croissante de ma prise. John, si tu veux réparer quelque chose, répare-le. Je me penchai sur la clé, mes muscles se contractant contre l'articulation. Dans ce petit espace confiné, mon dos se cambra légèrement, pressant ma peau moite plus fermement contre la soie de sa douce silhouette, tendue par l'effort de sa poigne. La barrière était entièrement, fonctionnellement brisée. Nous étions deux, unis par une charge physique partagée dans le cœur silencieux et sombre de la maison vide. L'air de la buanderie exiguë au plafond bas était maintenant saturé non pas de poussière ou de rouille, mais de cette proximité soudaine, écrasante et délibérée qui défiait violemment 3 années de formalité rigide artificielle. J'étais toujours douloureusement courbé sous l'évier. Ma sueur, vive, ruisselait sur mon dos, pressée fermement contre la soie coûteuse, fraîche et souple de Martha. Mes muscles se tendaient contre le tuyau, resserrant le joint du siphon de toutes mes forces juvéniles. Tandis que ses mains douces, impeccablement manucurées et pourtant étonnamment fortes et résolues, maintenaient le tuyau de laiton froid et impitoyable fermement contre ma force, rendant la coopération physique essentielle, directe et intense. Les seuls sons perceptibles étaient le grognement métallique et désespéré de la clé, la respiration frénétique et superficielle que nous partagions et le tic-tac lointain et lent d'une horloge cachée dans le couloir, marquant le temps dans une dimension où nos règles n'avaient plus cours. L'acte de stabiliser le tuyau défectueux devint une métaphore sombre et perverse, fonctionnelle, de la stabilisation du chaos émotionnel et de la faiblesse structurelle de la maison vide elle-même. Répète, dit-elle. Sa voix, un son grave, rauque et urgent, juste au-dessus de mon oreille, contre la peau sensible de mon cou. Son ton était un ordre pur, dépouillé de toute politesse. Si tu veux vraiment réparer quelque chose ici, tu dois éliminer tout doute. Applique toute la brutalité nécessaire. Pression. Ne fais aucun compromis. Je me penchai sur la clé à molette dans un dernier élan désespéré de force soutenue. Mon torse se cambrant, pressant mon corps contre le sien avec plus d'agressivité. Le mouvement était entièrement involontaire, dicté uniquement par la physique implacable de la tâche mécanique. Pourtant, c'était profondément comme une conscience d'une confiance sacrée. La clé s'enclencha. Un clic net et définitif, un son de victoire. Le joint était verrouillé, la structure provisoire tenait bon. Je reculai lentement, péniblement, de sous l'évier, tout mon corps épuisé, et j'émergeai, respirant bruyamment face à elle. Nous étions tous deux couverts d'une fine pellicule de transpiration, moi, à cause de l'intense effort physique, elle, à cause de la proximité prolongée et de la concentration intense. Sa façon si intense qu'elle retira immédiatement, définitivement, ses mains du tuyau et l'espace entre nous parut violemment vide. L'absence soudaine de contact était presque douloureuse. Elle ne se retira pas vers la porte. Au lieu de cela, elle baissa les yeux sur ses mains désormais légèrement marquées de crasse et de vieille graisse du tuyau froid. « Et c'est fini, dis-je d'une voix rauque, les yeux fixés sur la preuve de notre effort commun, la saleté sur elle. La structure tient bon pour l'instant. » Elle leva les yeux vers moi. La façade maîtrisée était de retour, mais plus mince, plus fragile. « Merci. Tu m'as épargné une inondation catastrophique et peut-être plus que cela. » Le silence oppressant revint, mais cette fois-ci, il était chargé entièrement de l'indéniable conscience sensuelle de ce que nous avions juste partagé. Et la formalité qui avait défini notre relation de 3 ans était irrévocablement brisée, remplacée par la connaissance secrète de notre enchevêtrement fonctionnel physique. La frontière formelle avait disparu. J'ai réalisé que la pensée se cristallisait avec une froide clarté,
j'ai occupé physiquement son espace, la frontière de et elle s'est entièrement et absolument appuyée sur ma force pour éviter une rupture. Elle a permis la nécessité technique et j'ai accepté la nécessité sous le couvert de l'interdit. Nous avons construit une nouvelle architecture partagée. Puis elle a commis un acte final profond et totalement délibéré de révélation. Elle leva la main qui était encore légèrement souillée par le tuyau et, au lieu de se diriger immédiatement vers l'évier pour la laver, elle écarta doucement, lentement, délibérément une mèche de cheveux humides de mon front. Son geste était frais, doux et d'une précision absolue. Un geste d'appréciation profond et tendre qui transcendait les rôles de fils et de belle-mère. « Tu es plus fort que ton père ne le pense, John », murmura-t-elle, ses yeux sombres fixant les miens, reconnaissant la force physique brute et la patience tranquille qu'elle venait de percevoir dans l'obscurité. « Toi, tu répares vraiment les choses, John. Lui, il paye des gens une fortune pour masquer les défauts et s'assurer que la façade reste intacte. » Le compliment était à la fois une insulte profonde et blessante à la compétence de mon père absent et la forme la plus intense et la plus intime de louange qu'elle pouvait m'offrir. Il établit une alliance secrète, immédiate, profonde et absolument partagée contre l'homme qui avait créé l'insupportable tension entre nous. « La maison est encore éveillée, Martha, rétorquai-je, laissant le moment s'étirer, refusant de laisser le fil se rompre. Et tu ne peux pas remonter maintenant, pas encore, pas dans cet état. Nous devons ranger le désordre ensemble. » Je ramassai le chiffon sale que j'utilisais. Elle me regarda, puis lentement j'étendis la main vers l'arrière où je savais que le tissu délicat et précieux était légèrement souillé et humide par notre contact accidentel. « Il y a de la saleté ici, dis-je d'une voix basse et rauque. Si tu montes maintenant, l'équipe de nettoyage va remarquer la tâche demain matin et ils en parleront. » C'était l'épreuve finale, indéniable, cruciale. Elle devait me permettre de la toucher à nouveau, intentionnellement, dans un geste purement protecteur et personnel, totalement dénué de nécessité fonctionnelle. Elle marqua une pause longue, pesante et silencieuse, le regard fixé sur le chiffon puis sur mon visage. Puis elle fit un hochement de tête à peine perceptible, délibéré, une permission silencieuse et mature, un profond acte d'acceptation. Je m'approchai désormais à moins d'un bras d'elle. Je posai délicatement, avec précaution, le chiffon rêche et humide contre la soie lisse et fraîche du bas de son dos et essuyai la tache, la chaleur de ma main se transmettant directement à travers le tissu fin et précieux et sur sa peau. Ce geste fut fugace, méticuleusement précis et pourtant un saut final et absolu sur le pacte de silence et de vulnérabilité partagé dans la buanderie, cimentant la nouvelle architecture interdite de notre relation. La buanderie, encore humide et lourde de cette impression mêlée de rouille métallique, de ma sueur et du parfum capiteux et coûteux de Martha, portait désormais l'énergie palpable, volatile, presque physique du secret que nous venions de forger. Mon dernier acte protecteur. Essuyant délicatement la saleté de la soie noire précieuse, de sa main pressée momentanément contre son dos doux avait irrévocablement scellé le pacte. La nécessité fonctionnelle de la réparation de la plomberie était définitivement terminée, mais la négociation émotionnelle, la restructuration de toute notre relation ne faisait que commencer. Pourtant, la séparation me semblait totalement artificielle, terriblement insuffisante. La trêve rigide de 3 ans était désormais complètement anéantie, remplacée par une entente tacite, complexe et dangereuse. Martha, 45 ans, me regardait d'un regard qui n'était plus empreint de froideur mais intensément analytique, évaluant l'étendue précise des dégâts émotionnels et la loyauté absolue de son jeune complice. Malgré son léger pli passager, elle s'accrochait à une loyauté que j'avais profondément méritée par notre effort physique et psychologique commun. « Le joint tiendra », déclara-t-elle d'une voix basse et ferme, retrouvant aussitôt sa résonance professionnelle, la voix de la conservatrice imperturbable. Elle parlait du tuyau, mais le contexte était entièrement et clairement lié à la nouvelle frontière fragile et délicate qui nous séparait. Mais les preuves sont là, John. Les outils, l'eau stagnante, la poussière visible sur le sol. Je vais nettoyer, répondis-je immédiatement, endossant sans effort le nouveau rôle du partenaire compétent, docile, indispensable. Je me baissai pour récupérer la clé et la lampe torche. Je vais faire vite. Tu dois monter à l'étage, Martha. Maintenant, avant que le soleil ne soit complètement levé et que la femme de chambre n'arrive. Elle ne bougea pas. Au lieu de cela, elle fit un autre pas lent et délibéré, un test de limite purement psychologique qui viola l'espace que je venais de désespérément créer.
Elle me regarda droit dans les yeux, les cernes profondes et marquées étaient le témoignage poignant de sa nuit blanche et de sa profonde vulnérabilité. « Et tu dois comprendre ceci, John » murmura-t-elle d'une voix basse et intense, exigeant une compréhension immédiate. C'était un moment unique et isolé de défaillance structurelle, une brèche temporaire nécessaire imposée par l'absence de ton père pour éviter un désastre financier total. Cela ne change rien. Cela ne doit pas changer l'organisation extérieure. Cela ne change rien à nos rôles respectifs dans cette maison. Cela change tout. Mon esprit hurlait intérieurement, la protestation opposant le mensonge à la fraîcheur, à la persistance, à la netteté de sa foi contre laquelle il s'opposait. Tu as compté sur ma force. Tu m'as avoué ta honte viscérale et ton isolement. C'est un changement radical. J'ai maintenu un contact visuel intense, refusant d'être rejeté ou de retrouver mon ancien statut par sa tentative désespérée de rétablir la frontière formelle. Cela change l'architecture permanente de cette maison. Martha, ton défaut fondamental n'est désormais connu que de moi et ma force fondamentale n'est connue que de toi. C'est un nouveau pilier porteur permanent que nous partageons, quelles que soient les exigences de nos rôles superficiels. À l'étage, la vérité brute de mes paroles infusa Martha et John. Son calme s'est fissuré pendant une fraction de seconde visible, un léger serrement autour de sa bouche et un léger clignement dans ses yeux qui ont finalement reconnu l'indéniable renversement de pouvoir. Je n'étais plus le fils rancunier et insignifiant. J'étais le gardien volontaire et capable de son intégrité cachée et l'architecte secret de sa stabilité temporaire. Elle tendit la main lentement, non pas mais pour soulever la manche de soie noire, ajustant délibérément le poignet délicat d'un mouvement lent, régulier et méticuleux. C'était un geste clair et conscient de réaffirmation. Un mouvement physique pour restaurer la façade extérieure et se préparer pour la représentation du matin. Ensuite, assure-toi que ton camouflage soit impeccable, architecte, me lança-t-elle d'un ton interrogateur, utilisant le terme professionnel délibérément, reconnaissant mon rôle dans la solution structurelle. Le déguisement doit être parfait. Si ton père soupçonne quoi que ce soit, la moindre trace de cette brèche dans l'ordre établi, il reviendra plus tôt et démantèlera toute la maison pour en trouver la source. Je comprenais la profonde menace. Le coût potentiel de la découverte ne concernait pas seulement son mariage ou ma carrière universitaire, mais le fragile fragment de structure familiale entière. Je suis meilleur en camouflage que lui en inspection, dis-je d'une voix empreinte de la confiance tranquille qu'elle venait de m'insuffler involontairement. Elle fit un simple hochement de tête presque imperceptible, scellant un pacte silencieux. Puis elle se retourna rapidement et sortit de la buanderie. Le bruit de ses pas nus résonna silencieusement sur le sol du couloir. Et la soie noire derrière elle, une luxueuse ombre de la nuit. Je restai seul dans la pièce froide, respirant bruyamment, et commençai le processus méticuleux et délibéré du nettoyage des lieux. J'essuyai les tuyaux, enlevé toute trace d'eau et de poussière et remis les outils à leur place exactement. Toute trace matérielle avait complètement disparu. Mais alors que je montais enfin l'escalier menant à ma chambre, le soleil maintenant levé et inondant la pièce de lumière à travers les fenêtres, je sus que la maison était irrémédiablement altérée. L'architecture de la maison recelait désormais un secret porteur interdit, profondément chargé par le beau-fils et la belle et fragile belle-mère, liés par un silence plus puissant et dangereux que n'importe quel mot prononcé.